Mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Charlie Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur VSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat now. You saw it was over, but it just getting started. I do it for Sheriff, I do it for Vino, RIP Oncle Tal, PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL, et je suis vraiment fier de recevoir mon oncle, homme de cœur, ingénieur, entrepreneur, l'homme que l'on nomme Pape Meïssa Tall. Take a seat. Salut tonton, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Tu vas bien? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de m'avoir invité. On se connaît depuis toujours, mais là, c'est un cadre qui est un peu différent quand même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? En tout cas, déjà ravi d'être avec vous à cette émission. Merci. Donc, effectivement, mon nom, c'est Meïssa Tall. Donc, je suis ingénieur. Je suis actuellement dans une société qui s'appelle KPMG. Donc, KPMG, c'est un grand cabinet d'audit et de conseil. Et donc, je m'occupe de tout le secteur industriel, c'est-à-dire l'automobile, mais aussi les acteurs industriels tels que la pharma, donc tout ce qui est fabrication. Donc, mon rôle, mon métier, c'est de les conseiller. Donc, j'ai des équipes qui travaillent avec eux sur des projets à l'international pour la réalisation de grands programmes de transformation, des programmes de stratégie, et ça sur un périmètre mondial. Très bien. Ça commence sur les chapeaux de roue. Ce qu'on a l'habitude de faire ici, tonton, c'est de retracer le parcours. D'où tu viens? Alors, moi, je suis originaire du Sénégal. Donc, je suis né au Sénégal il y a un peu plus de 50 ans. J'ai fait mes écoles primaires et secondaires au Sénégal. Donc, j'ai été admis à l'école polytechnique là-bas, à l'école d'ingénieur. Et donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur au Sénégal. Et je suis venu en France pour approfondir mes études dans une école d'ingénieur qui s'appelle l'école centrale à Paris, qui est une grande école d'ingénieurs. Donc, j'ai été admis là-bas pour faire une spécialisation. Donc, une fois que... Donc, ça, je suis venu à Paris dans les années 90. Après mon école d'ingénieur en France, je suis venu en France parce que au Sénégal, j'ai appris l'ingénierie mécanique, d'accord? Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment on fabrique une voiture. Parce que je voulais absolument savoir comment, pas réparer une voiture, mais comment la fabriquer de A à Z. C'est la motivation première qui m'a amené en France. Donc, une fois que je suis sorti d'école, je suis rentré dans l'industrie automobile. Donc, notamment chez Renault. Donc, j'ai été dans l'ingénierie, dans la recherche, et je construisais des éléments de moteur. Donc, j'ai appris à fabriquer les éléments qui rentrent dans une voiture. Après, je suis allé à l'usine. Et ça m'a permis, j'allais dire, de servir ma soif, de savoir comment on fabrique une voiture de A à Z et de le composer. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis rentré dans une autre société industrielle. Là, pour le coup, c'était du déplacement, mais vertical. Donc, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Otis, les ascenseurs. Je suis resté 7 ans là-bas. J'ai fait beaucoup de choses, énormément de conception d'ascenseurs. J'ai participé à des lancements d'ascenseurs, participé à des travaux de structuration de l'ascenseur, de pilotage de l'activité au niveau européen. Et ça m'a amené à voyager, de rencontrer beaucoup de monde. Otis, qui est une société américaine au passage, mais qui était pilotée au niveau européen par beaucoup d'Européens, et notamment Français. Et ça m'a permis de me donner une grande ouverture dans le monde, de connaître une entreprise industrielle, comment on la pilote, voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça a duré à peu près 7-8 ans, je suis rentré dans le monde de ce qu'on appelle le conseil. Donc, le conseil, en fait, c'est des entreprises
qui accompagne les entreprises, d'accord? Donc, je suis rentré dans une grande entreprise qui s'appelait Deloitte, qui est d'ailleurs un concurrent de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et chez Deloitte, je suis rentré ce qu'on appelle en tant que manager, et j'ai gravité les échelons pour devenir associé dans cette structure. On va y venir. Voilà. Et donc, voilà le parcours en résumé les dernières années. D'accord, c'est très bien, tonton. Et tu es venu en France au prix de quel sacrifice? Alors, le premier sacrifice, parce que, bon, initialement, je suis venu en France par j'allais dire, un genre de soif d'apprendre, d'accord? Parce que, j'allais dire, la conception de produits se fait, jusqu'à présent, ne se faisait pas en Afrique, hein, on parle des années 90, mais dans les pays développés, d'accord? Donc, pour aller, j'allais dire, à la source de la connaissance, aller là où ça se passe en termes de conception, fabrication, à la source, il fallait rejoindre des plateformes internationales. Et la France étant une proximité avec le Sénégal, bien sûr, c'était une belle plateforme. Donc maintenant, le sacrifice, c'est quoi? Effectivement, le fait de quitter, j'allais dire, sa terre natale, sa famille, ça constitue déjà le premier sacrifice parce qu'il y a un choix à faire. On laisse des amis, on laisse une famille derrière. Donc ça crée une distance. Et surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses. À l'époque, le téléphone n'était pas évident pour appeler quelqu'un au téléphone. Je pense que même le portable n'existait pas. Je me rappelle, pour appeler ma mère, il fallait que j'appelle, le téléphone n'était pas dans la maison, il fallait demander à telle personne pour dire... On appelle une fois pour dire qu'on va appeler à telle heure, après on prévient la maman, elle se pointe devant le téléphone, et quand on appelle, on l'a. Oui, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, avec voilà, les réseaux sociaux et les différentes applications, on est connecté dans le monde. À l'époque, c'était pas ça. Voilà, donc cette première séparation, c'est la séparation la plus compliquée. La séparation du mode de vie aussi, hein, parce que l'Afrique, le Sénégal, ça bouge, il y a une grande proximité, il y a une interaction extrêmement forte. C'est une société où beaucoup d'échanges, on mange tous dans un bol. Quand on va voir les gens, on prévient pas, on y va de façon spontanée. Arriver dans un monde où tout est structuré, on mange dans un plat individuel versus un grand bol. Avant d'aller voir quelqu'un, il faut l'appeler pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est un changement de système. Et voilà, ça, c'est les éléments. Mais en revanche, ce qui est important, c'est cette adaptation pour découvrir un nouveau monde. D'accord. Bon, bah, c'est excellent, ça, c'est très bien, c'est très bien. Parce que moi, encore une fois, on s'est connus depuis toujours. Et quand je te voyais arriver, dès le départ, on te qualifiait de « Tu verras, lui, c'est la grosse tête de la famille. Lui, c'est l'intelligent de la famille. » Depuis toujours. Est-ce que toi, tu as senti déjà la pression sur tes épaules quand tu es arrivé? Tu savais pourquoi tu venais, mais il y avait la peur d'échouer aussi. Alors, si je peux dire, moi, je peux dire j'ai une chance, hein, parce que je suis le dernier d'une fratrie, j'allais dire, de 6 personnes, parce que ma mère, qui était dans une famille, avait 6 enfants, et je suis le dernier. Et donc, j'avais mes grands frères et mes grandes sœurs. Une partie était là, d'ailleurs, en France, d'accord? D'ailleurs, mon frère, à qui je rends hommage, qui a perdu la vie il n'y a pas longtemps, m'a accueilli à Moussa, hein, m'a accueilli en France, et ma sœur aussi, à Limatou. Et tout le monde... Donc, je suis le dernier de la famille. J'ai été, quelque part, soutenu par l'ensemble de mes grands frères et grandes sœurs pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça, c'est un élément important. Après, ma femme m'a rejoint. Et ma femme a beaucoup contribué à m'accompagner dans la structure parce que ma femme est aussi d'origine sénégalaise. Et donc, on a bâti tout ça ensemble. Et donc, le fait de venir, en fait, j'avais déjà une plateforme. Donc, j'ai atterri à Sarcelles quand je suis arrivé. Donc, ça, il faut le savoir. Et l'anecdote, c'est quand je suis allé à l'école centrale, dans mon CV, j'avais mis, voilà, adresse 10 allée François Rude, 95 200 Sarcelles. Donc, j'ai envoyé des demandes d'emploi et un de mes camarades d'école qui regarde mon CV me dit « Écoute, Meïssa,
tu sais ce que c'est que l'adresse que tu as mise sur ton... Je dis, mais non, je connais pas, moi, je débarque du Sénégal. Il me dit, il faut pas mettre Sarcelles sur ton CV si tu veux avoir un stage. Je lui dis, ah bon, ben, je savais pas. Donc, j'ai changé, j'ai mis Châtenay-Malabry, 92 420. Voilà. Et ça a beaucoup changé, les retours. Et ça a complètement... On était dans les années 90. Sans changer le personnage, voilà. Et j'ai adoré Sarcelles parce que j'étais là-bas. Et après, bien sûr, pour des questions de logistique, j'ai dû déménager à Antony, à l'école centrale. Mais donc, et puis bon, je suis toujours très attaché à Sarcelles. Bien sûr. Qui est quelque part, on va dire, ma terre d'accueil avant de découvrir tout le reste de la France. Bien sûr. Et le financement des études à cette époque-là, parce que je suppose que c'était pas gratuit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis dans une école polytechnique. Quand on rentre dans une école polytechnique, ben, tout est gratuit parce qu'on rentre dans un concours. Ben, quand je suis arrivé en France, bon, c'est une école aussi publique, hein, l'école centrale, mais il fallait quand même un certain, j'allais dire, financement. Donc, je suis venu, j'avais pas un centime. Hein. Alors, c'est là où, en France, il y a énormément de leviers qui sont d'ailleurs à disposition aujourd'hui, mais qui étaient à disposition. C'est la première fois que je voyais une banque. Quand je suis arrivé, il y avait une banque dans l'école qui me dit « Ah, monsieur Tal, vous avez besoin d'argent, combien vous avez besoin, on vous le prête. » Donc, pour tout vous dire, j'ai fait appel à un emprunt bancaire pour la première fois de ma vie. Bon, j'ai dû avoir les garants et tout. Et la banque m'a accompagné pour me donner l'argent dont j'avais besoin. Il me dit « Vous avez besoin de combien ?» Je n'avais jamais fait d'emprunt de ma vie. J'ai pris un emprunt à l'époque, je ne me rappelle même plus. Et ça m'a permis de financer mes études. Bon, quand j'ai eu mon stage, ça m'a permis de rembourser mon premier job. Mais voilà, c'est ce que j'ai utilisé parce que je suis descendu à Paris. J'avais l'équivalent de 500 € à tout casser, que j'avais fait en économie durant, je sais pas moi, plus de 6 mois avec ma maigre bourse que j'avais quand j'étais étudiant. D'accord. Et le changement, est-ce qu'il était quand même brutal de l'environnement sénégalais, dakarois en l'occurrence, à Paris, là? Clairement, oui. C'est-à-dire que il y a déjà effectivement passé d'un environnement, j'allais dire, un peu mouvementé, moins régulé, moins strict, à un environnement où tout est carré. C'est le premier changement. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est de l'autre côté, notamment pour le Sénégal, pour ne pas le citer, ben, on se fait toujours une idée de qu'est-ce que c'est que le monde développé, d'accord? On se dit, voilà, on voit des films, mais quand on arrive sur place, effectivement, on vit la réalité. Donc, il y a certaines choses qui sont à peu près ce que l'on pensait, mais il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et parmi ces choses-là, il y a l'interaction avec les gens. Parce que au Sénégal, on connaît l'histoire de la France, on connaît Napoléon. Bon, dans la science, on apprend des auteurs français, que ça soit la littérature ou la science. Donc, on connaît les Descartes, on connaît beaucoup d'auteurs, que ça soit Blaise Pascal, Cauchy, bref. Et certains, d'ailleurs, sont nos idoles. Moi, j'adorais les mathématiques, et jusqu'à présent, d'ailleurs. Et en mathématiques, les Français ont été fabuleux. Hein, il y a des grands mathématiciens français. Donc, on a une certaine connaissance, une certaine, même, on va dire, proximité de cette France, de la culture française et de la langue. Et en revanche, le premier choc, c'est quand on interagit avec les Français en France, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas le Sénégal. Par exemple, il y a certains qui disent « Ah, le Sénégal, c'est où ?» Dakar. Et nous, disons, quelqu'un qui est au Sénégal pensait qu'un Français, de facto, connaissait... Il y a une certaine réciprocité. Donc ça a été le premier, j'allais dire, choc quand on arrive sur le territoire. Autant ma mère savait ce que c'est que la France et tout, autant mes amis et des fois même leurs parents, quand on leur parle du Sénégal, c'est quelque part en Afrique. C'était abstrait. Et voilà. Donc, avec quelques images qui souvent étaient un peu décalées par rapport à la réalité. Bon, après, effectivement, c'est les modes de vie. Après, c'est les rapports. Mais on les comprend assez vite. Mais voilà un peu les premiers éléments. D'accord. Par la suite, du coup, tu as fait ton cursus, tu as été diplômé, ingénieur officiellement. Oui. Nouveau statut au sein de la famille. Oui. Pour un jeune à l'époque, est-ce que c'est pas trop de responsabilité d'un coup? Oui, écoutez, la première chose, c'est que c'est déjà faire plaisir aux parents. Parce que
bon, j'ai fait partie d'une grande famille. Hein. Ouais, Mon ouais. père a eu plus de 20 enfants. Et j'ai eu la chance d'être le seul ingénieur dans cette famille-là. Donc, et j'ai senti vis-à-vis des parents qu'ils étaient fiers d'avoir leur fils qui pouvait accéder à des niveaux d'études qu'eux-mêmes n'ont pas. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Mon père a eu la chance de faire des études, il a eu ses diplômes comptables et il a exercé. Elle ne savait ni lire ni écrire. En revanche, elle s'attachait énormément aux études, d'accord? Elle travaillait énormément d'ailleurs. Hein, et elle avait son salon de coiffure traditionnel. Et elle utilisait l'ensemble de ses ressources pour m'acheter mes livres de mathématiques. Et elle se battait pour que je sois dans les meilleures conditions, avec les moyens. Donc, elle attachait beaucoup d'importance aux études. Et le fait de lui amener un diplôme d'ingénieur, voilà, c'était la première fierté de pouvoir contribuer à ça. Bien. Et tout à l'heure, quand je te parlais de nouveaux statuts, c'est même d'un point de vue financier. Tu comprends? Et d'un point de vue familial, ça peut parfois poser quelques soucis. Écoutez, le sujet, c'est que, bon, effectivement, les moyens financiers, ça suit un peu le parcours, bien d'accord? sûr. Parce que, effectivement, quand on a la chance de faire des études, ça donne de nouvelles opportunités. Et si on gère bien sa vie, on gagne bien sa vie, surtout dans un pays riche, un pays développé, un monde, voilà. Et quand on rentre dans certaines institutions, ça ouvre des portes, ça donne des opportunités. Après, j'allais dire, le plus important, c'est la réalisation des projets qu'on met en place. Bien sûr, les finances vont avec. Après, les finances vont venir agrémenter une vie, mais aussi donner un rôle pour à la fois accompagner la famille, parce que la famille est large. Il faut pouvoir déjà, le premier, j'allais dire, dans notre position, on avait un premier rôle qui est de rendre la balle. Rendre la balle déjà aux parents. Parce que aujourd'hui, moi, j'attends rien quelque part de mes enfants pour ma retraite. Pour mes parents, c'était pas le cas. Mes parents n'avaient pas de retraite. Donc, il fallait déjà, quand on travaille, pouvoir s'occuper de ses parents. Ça, c'est la première étape. Après, effectivement, ses proches, parce que moi, j'ai été aidé pour venir là où je suis. Il fallait aussi aider d'autres personnes pour qu'ils puissent franchir le pas. Et après, effectivement, assez rapidement, la famille, j'allais dire, à la française, se met en place. On est mariés, il y a des enfants. Et en ce moment-là, il y a une nouvelle ère qui rentre parce qu'il va falloir s'occuper de ces enfants. Il faut aller les loger, acheter un appartement ou une maison. Exact. Et rentrer quelque part dans le mode de vie à la française. Occidental. D'accord. Bon, c'est très bien, tonton. Et du coup, ingénieur, tu exerces en tant que tel. Et comment on fait après pour travailler chez Deloitte? Moi, je veux tout savoir. Les premiers échanges, comment on devient aussi important que tu l'as été chez Deloitte? Alors, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est déjà Deloitte? Oui, je sors le nom comme ça. C'est ça. Bon, déjà, actuellement, je suis chez KPMG, qui est un cabinet, l'équivalent de Deloitte. Alors, comment on rentre dans des cabinets de conseil? Donc, les cabinets de conseil, c'est des cabinets qui sont, j'allais dire, dans un modèle d'exigence, parce que c'est les endroits où, j'allais dire, ça travaille beaucoup. D'accord. C'est des endroits où c'est la rigueur, c'est l'excellence. Et parce qu'on est à la disposition des plus grands donneurs d'ordre, d'accord? Quand on est chez Deloitte ou chez KPMG aujourd'hui, on travaille pour des acteurs comme Renault, comme Peugeot, comme Airbus, comme Alstom. Donc, on travaille pour ces gens-là. Donc, et on les accompagne pour leur apporter de la valeur, pour leur permettre de faire mieux de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on doit être au dernier top de ce qui se passe sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Voilà. Donc, c'est des sociétés qui, déjà, recrutent les meilleurs du marché, d'accord, en termes des ingénieurs, mais aussi des grandes écoles de commerce. Donc, il y a une sélection à la rentrée. Et une fois qu'on rentre là-dedans, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, d'accord? Souvent, on rentre... donc, c'est comme l'armée dans ces sociétés. On rentre en tant que junior. Après, on passe une étape, on est consultant.
Et l'étape ultime, c'est l'étape d'associé, dans laquelle je suis. Quand on est associé, on est entrepreneur, et on est propriétaire de la société. D'accord? Et voilà, le parcours, c'est une quinzaine d'années si on fait très vite pour pouvoir rentrer. Alors, pour ma part, j'ai eu l'occasion de rentrer pas en tant que junior, parce qu'avant d'arriver chez Deloitte, j'avais déjà une expérience. Donc, je suis rentré directement en tant que manager. Donc, le premier défi, c'est déjà d'arriver, de se faire accepter et surtout de se faire sa place. Alors, ça repose sur 3 choses. La première, c'est effectivement démontrer une certaine compétence, d'accord? Parce que dans ce monde-là, donc notamment il y a plus d'une vingtaine d'années avant, on parle de, voilà, il y a un sujet, comment le traiter, il y a un certain... Donc, il faut vraiment avoir la capacité de démontrer une certaine compétence et de mettre cette compétence au service des clients qu'on sert. D'accord? Donc ça, c'est la première bataille à gagner pour être reconnu, d'accord, sur ce domaine-là. Le deuxième élément, c'est effectivement cette capacité d'adaptation. Parce que le consultant, c'est quelqu'un qui vient pour résoudre des problèmes complexes. D'accord? La première mission dans laquelle j'étais, pour ne pas citer des noms, c'était pour l'entreprise Renault, pour le coup. On les accompagnait dans un projet international qui faisait intervenir une vingtaine de pays pour gérer leur transformation dans ce qu'on appelle la gestion de leurs relations clients. Donc, c'était un projet compliqué. Il fallait le délivrer, le concevoir et le réussir dans un temps limité. D'accord? Donc, et ça, il faut pouvoir passer d'un jour d'un client qui s'appelle Otis versus un client qui s'appelle Renault, avec des problématiques qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Absolument. Pour être capable, voilà, de naviguer dans des environnements nouveaux. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est la relation avec les autres. Parce que quand on est dans ces environnements-là, on travaille, et d'ailleurs ça a été un des critères pour lesquels je suis allé chez Deloitte, dans un environnement international. On travaille avec des Français, des Espagnols, beaucoup d'Américains, des Asiatiques, ça parle anglais, d'accord? Ça parle français de temps en temps, mais la langue de travail, c'est l'anglais. Bien sûr. Et cette capacité de travailler avec les autres, de travailler en équipe, d'interagir, et là, effectivement, cette culture et cette base, ce background du Sénégal aide, c'est la facilité d'interagir, voilà, d'être très à l'aise dans le relationnel. Ça aide dans ce type de métier. Aujourd'hui, voilà, tu es établi chez KPMG. Auparavant, tu étais chez Deloitte. Mais je n'ai pas lu les contrats, mais je suppose qu'il y avait une clause de non-concurrence. Alors, je me trompe? Maintenant, c'est pas le passage entre effectivement Deloitte chez KPMG. Bon, Deloitte, je suis resté plusieurs années, hein, où voilà, j'ai développé des activités. Mais vous savez, des grands cabinets, c'est un peu comme les grands clubs et le mercato. Donc, il y a la concurrence. Ils essaient d'aller chercher les meilleurs chez les concurrents. Donc voilà, c'est ce qui a expliqué il y a 2 ans que je suis passé sur une autre bannière. Mais l'activité que je fais est identique. Je suis toujours dans le conseil. J'accompagne des grands groupes au niveau international et j'interviens aussi beaucoup en Afrique. J'accompagne à la fois des gouvernements dans leur stratégie ou bien des grands groupes africains ou du Sénégal pour les aider à se développer. Tu peux énumérer ces groupes ou c'est trop confidentiel? Alors, en général, notre métier, voilà, c'est un métier où on garde la confidentialité. Parce que le métier du conseil, d'ailleurs, c'est un peu ingrat. On est, on va dire, en deuxième ligne. C'est-à-dire que souvent, on accompagne le client pour faire quelque chose, mais on n'apparaît pas en première ligne. Donc, parce qu'on est au service du client. Voilà. Mais sachez que, voilà, on est souvent derrière beaucoup d'activités des grands groupes qu'on accompagne, qu'on conseille pour la réalisation de leur mission. D'accord. Est-ce que ce rôle-là, t'as envie de le poursuivre pendant de nombreuses années? Oui, c'est-à-dire que, bon, actuellement, j'ai 55 ans, hein, donc je suis plus dans une période où je forme d'autres. Notamment, j'ai une équipe importante avec des gens très compétents. Je suis en train de les former, je suis en train de développer une activité et je suis très content, j'allais dire, de faire profiter de mon équipe et de mon cabinet des expertises que j'ai pu développer. Donc, l'idée actuellement, c'est de consolider tout ça, de faire valoir cette expérience et de le mettre à disposition, j'allais dire, du cabinet, des jeunes générations qu'on encadre et qu'on accompagne. Et d'ailleurs,
je recrute beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sortent des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. On les forme, on les fait grandir pour leur offrir une carrière brillante dans l'activité du conseil en général. D'accord, très bien. Et est-ce que toi, tu considères aujourd'hui l'Occident et la France, en l'occurrence, comme étant une terre d'avenir encore? Écoutez, le monde est divers, d'accord? L'Occident joue et jouera un rôle important, j'allais dire, dans le développement du monde. Maintenant, il y a effectivement plusieurs parties du monde qui vont jouer leur partition. D'accord? L'Afrique a un rôle fondamental à jouer avec sa jeunesse, son potentiel, ses ressources, sa dynamique, c'est fondamental. L'Occident a joué une grande partition, va jouer encore un rôle. La Chine est aujourd'hui, j'allais dire, un moteur incontournable. C'est la Chine qui est l'industrie, j'allais dire, mondiale. La Chine est un moteur incontestable, j'allais dire, de l'activité mondiale. Et il y a les États-Unis, et il y a le reste du monde. Donc, j'allais dire, l'Occident, l'Afrique, la Chine, les États-Unis, de façon générale, chaque domaine et chaque, j'allais dire, bloc socio-économique a son rôle à jouer. Maintenant, il faut bien comprendre les dynamiques qui vont se passer dans les prochaines années pour bien prendre sa place, parce que l'avenir est prometteur. L'avenir va changer complètement parce que les règles qui ont permis jusqu'à présent, j'allais dire, au développement des richesses, à l'émergence de certaines choses, ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a effectivement une jeunesse qui est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, il y a, j'allais dire, une population extrêmement mixte, d'accord, quand on est à la fois français et sénégalais en même temps, Bien sûr. ou russe. Il y a des mixages qui se sont passés. Donc, le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde il y a 50 ans. Et donc, beaucoup, j'allais dire, de positions sont à prendre. Il faut bien être conscient des éléments. Il faut effectivement être extrêmement, j'allais dire, perspicace dans le travail. Il n'y a que le travail qui permet d'atteindre un certain niveau d'excellence. Bon, les études, c'est une chose, c'est une voie. Mais il n'y a pas que les études. Il y a l'apprentissage, il y a le fait d'avoir effectivement une compétence dans telle ou telle chose. Mais dans tous les cas, Bien sûr. quelle que soit la voie qu'on prend, c'est le travail qui permet d'atteindre l'excellence et de s'épanouir. Et une fois qu'on a compris ça, on peut vivre où on veut. On peut vivre en Chine, au Sénégal, aux États-Unis, ou voilà, en Libye. Bon, Libye, c'est peut-être un peu plus compliqué avec la situation aujourd'hui. Mais une fois qu'on a compris ça, on a une grande marge de manœuvre et on se sent à l'aise un peu partout. Il ne faut pas être figé, quoi. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnalités qui retournent en Afrique, s'installer, développer des business, etc. Un mot pour eux? Alors, l'Afrique, clairement, c'est, comme on dit, the place to be. Quelqu'un qui veut entreprendre. Encore plus qu'hier? Ah oui. C'est-à-dire que l'équation est très simple. Si on parle en termes économiques, vous voyez, en Occident, pour revenir à ça, ce qu'on mesure, ce qu'on appelle le taux de croissance. D'accord? Aujourd'hui, en période stable, aujourd'hui, on est dans une année Covid, mais en période stable, la croissance de l'Occident, notamment en zone euro, ça tourne dans les 1-2%. Exact. Et si on a 1-2%, on est content. Ça permet de maintenir au moins les niveaux de vie, gérer de l'emploi. En Afrique, voilà, les croissances, c'est plutôt 3-4 fois plus que ça. 75% de la population a moins de 30 ans. En Europe ou en Occident, c'est l'inverse. En Afrique, il faut tout faire. Il y a les routes à faire, les aéroports, les ports. Il faut développer l'activité. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, le potentiel est considérable. Donc, il faut définir énormément de choses, les institutions, donner du travail à cette jeunesse, voilà, et créer toutes les conditions qui leur permettent de s'épanouir. Donc, ce qui veut dire que le champ des possibles est illimité, voire extraordinairement important. Donc, ceux qui entreprennent et qui sont basés en Afrique ont fait le bon choix et qui leur permet effectivement de bénéficier pleinement de cette dynamique économique de l'Afrique. D'accord. L'Afrique anglophone, pardon, j'ai l'impression qu'il y a le champ de possibilités est plus large. Je me trompe? Alors,
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une spécificité entre l'Afrique francophone versus anglophone? Bon, force est de constater que les pays anglophones ont un peu de longueur d'avance sur les pays. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Ben, on pourra en discuter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce que je dis là est valable pour tous les pays. C'est-à-dire que la jeunesse de la population, le potentiel est là. Il y a deux choses à faire. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'en se donnant les moyens, l'Afrique est capable de rattraper, voire d'accélérer sa courbe de croissance et génération de richesse, de prospérité pour sa population. D'accord? Il y a des pays qui étaient dans la situation de l'Afrique il y a 20, 30 ans. On peut en citer la Chine, hein, on peut citer d'autres pays comme la Corée. Ou, quand on parle d'Afrique, d'ailleurs, on parle de cette Afrique subsaharienne, parce qu'il y a des Afriques, comme vous pouvez l'imaginer. Parce que entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale, on parle de 5 Afriques qui n'ont rien à voir. Mmh. Bon, si on reste sur le périmètre de l'Afrique subsaharienne, hein, l'Afrique de l'Ouest, un peu du Sénégal jusqu'au... Moi, j'ai englobé tout le monde. Voilà, alors, englober tout le monde, c'est un peu compliqué, parce que, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a des dynamiques complètes. Si vous allez en Afrique du Sud, j'allais dire, c'est un pays développé, hein, l'Afrique du Sud. Il y a effectivement du nucléaire, ils fabriquent des voitures, ils ont des autoroutes, voilà, le pays est éclairé, ils ont des PIB qui sont des fois supérieurs aux PIB de pays européens. Donc, c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. Si on part au Maroc, qui est un pays émergent, voilà, on voit le tram à Casablanca, ainsi de suite. Ce matin, peut-être, vous avez suivi aujourd'hui, l'Égypte est en train de signer des contrats avec la Grèce pour lui vendre de l'électricité. Il y a 2 gigawatts de câbles qui sont tirés entre l'Égypte et la Grèce. Le Maroc est en train de faire la même chose avec l'Espagne. L'Algérie, pareil, avec l'Italie. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique est en train de fournir certaines Afriques. Là, on parle de l'Afrique du Nord. Le Sénégal n'est pas encore au niveau où ils vendent de l'électricité. Et quand je vous dis vendre de l'électricité, c'est produit en Afrique avec du solaire. Il y a des excédents en Égypte et ils l'exportent en Grèce. Ça, c'est complètement nouveau. Vous voyez, l'Afrique, aujourd'hui, au Maroc, il y a 400 000 voitures qui sont fabriquées pour venir être commercialisées sur le continent européen. Donc, l'Afrique fabrique et exporte. Ce n'est plus uniquement de la matière première. Voilà. Donc, cette Afrique-là est quelque part différente de l'Afrique qui encore est dans ses matières premières, exporte du pétrole ou bien de l'arachide pour vivre. Donc, voilà, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs... Et c'est différent de l'Afrique qui est encore en train, j'allais dire, de résoudre certaines problématiques qui sont au niveau local. Donc, il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs vitesses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Que ça soit au Maroc, que ça soit à l'Est, que ça soit au Sud, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Mais il faut bien comprendre que l'Afrique est composée de plusieurs Afriques et ils ne sont pas au même niveau, j'allais dire, d'avancement. Il y en a certains qui sont très en avant en termes de développement, en termes de création de valeur, en termes de richesse. D'autres sont encore, j'allais dire, pas à la traîne, mais en décalage. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, la marge de main-d'œuvre est grande. Aujourd'hui, l'Afrique, globalement, c'est 1,2 milliard de personnes. En 2050, ce sera 2 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus que la Chine. Donc, c'est un énorme marché. C'est un énorme marché qui, bien structuré, sera la puissance et surtout la réserve de croissance du monde entier, comme la Chine l'est aujourd'hui. Ok. Beau message d'espoir, en tout cas. Mais surtout réel. Surtout réel, c'est très bien. C'est très bien. Je voudrais qu'on revienne sur les événements qui ont eu lieu en début d'année au Sénégal. Oui. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, écoutez, le Sénégal, effectivement, il y a eu quelques perturbations au mois de mars où les jeunes sont sortis manifester un certain mécontentement. Alors, mon regard, pour simplifier la chose, c'est que c'est un signal qui est venu, j'allais dire, s'exprimer sur la place publique. Comme quoi la jeunesse a des attentes extrêmement fortes. Parce que cette jeunesse-là, il y a 300 000 personnes jeunes qui sont sur le marché de l'emploi au Sénégal. Ils réclament de l'emploi.
C'était malheureusement dans une période où le Sénégal sortait d'un confinement, il n'y avait pas d'emploi, certains avaient faim, les jeunes n'avaient pas beaucoup de perspectives. Et c'est la somme de tout ça qui a explosé sur la base d'un événement. Donc c'est un message et un signal qui est envoyé à la fois aux autorités, qui est un message qui est envoyé à la population, envoyé à la diaspora et envoyé au monde entier. Donc ce message, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, en tirer les conclusions et surtout définir les voies et moyens pour pouvoir les adresser de façon plus globale. Tu as eu un rôle à jouer? Alors, modestement, j'allais dire, comme n'importe quel Sénégalais, on a effectivement fait avec les moyens dont on disposait pour à la fois essayer d'échanger avec des autorités, des personnes d'influence, pour ramener le calme. Parce que le Sénégal a une chance, c'est un pays de paix. Et c'est très simple comme mot, mais c'est très fort. La stabilité et la paix, c'est une valeur inestimable. Sans cet environnement, la stabilité et la paix, rien ne peut se faire. Tout le développement qu'on souhaite ne peut se faire que s'il y a une stabilité et il y a la paix. Et donc, on a œuvré, autant qu'on a pu se faire, pour ramener cette paix au niveau du pays. Et je pense que les bonnes personnes ont activé les bons leviers, les autorités en place ont joué, j'allais dire, leur partition pour faire de sorte que la situation revienne à la normale. D'accord, c'est très bien. C'est très bien tout ça. Je voulais rebondir sur une personne qui a également beaucoup compté dans ta vie. C'était Oncle Tal. Oui, Moussa, voilà. Oui. Qui, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu as vécu à Sarcelles chez lui. Oui. Je voudrais que tu dises aux auditeurs de WeSL la grandeur de ce monsieur. Voilà, en fait, Moussa, ça va être difficile effectivement de le résumer parce que d'une part, c'est mon frère, mais c'est surtout, j'allais dire, une personnalité exceptionnelle qui est une personnalité des autres. Donc, c'est quelqu'un qui est né au Sénégal, comme moi, on a grandi dans la même famille. Il est venu en France à peu près au même âge que moi, vers 23-24 ans. Déjà, au Sénégal, il jouait un rôle fédérateur. D'accord? On habitait dans un quartier qui s'appelle Baobab, au cœur de Dakar. Et c'est lui qui rassemblait tout le monde. D'accord? On avait l'habitude de faire du thé chez nous. C'est lui, tout le monde venait voir Moussa et prendre son thé. Et lui, il fédérait tout le monde. Et c'était une personne qui était là pour les autres. Tout ce qu'il avait, il le distribuait aux autres. Donc, quand il est parti d'ailleurs en France, c'était le vide dans le quartier. C'était le vide. Donc, il est venu en France, il a gardé ce même rôle. Il a joué un rôle fédérateur au niveau de la communauté sénégalaise en France. Il a accueilli beaucoup de monde qui venait en France pour partager le peu qu'il avait avec eux. Il donnait sa générosité. Il s'oubliait lui-même pour s'occuper des autres. C'est vrai. Et j'ai bénéficié, en tant que son frère, de cette largesse. Mon inscription à l'école centrale, c'est Moussa qui l'a fait. Moi, je n'avais pas un centime. Lui, il n'était pas très riche. Il travaillait, mais il est allé s'occuper de mon inscription. C'était son sujet. Mes parents étaient au Sénégal. Ils ne maîtrisaient pas le Sénégal. Ma mère, comme je vous ai dit, ne savait ni lire ni écrire. Donc, si je voulais m'inscrire à l'école centrale à Paris, c'était Moussa. C'est lui qui jouait le rôle de père, quelque part. Il nous équipait. On était très fiers d'avoir les habits et tous les équipements qui venaient de France. C'est lui qui le faisait. Il était généreux, il avait un cours ouvert et surtout, il était là pour les autres. Et ça, c'est un don. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et lui, il a accompagné sa famille. Une famille, j'allais dire, adorable. Avec sa femme, ils ont bâti une famille à Sarcelles. À Sarcelles, il a joué un rôle fédérateur. Il était reconnu d'ailleurs à son enterrement. Toute la communauté de Sarcelles, y compris vous-même, était là. Le maire, toutes les autorités, ils ont reconnu. Voilà. La générosité, le partage, l'esprit. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui est quelque part un messie. Moussa, il a vécu pour les autres. Et moi, j'en fais partie des premiers bénéficiaires. C'était quelqu'un qui venait vous rassurer. C'est quelqu'un qui venait vous appuyer. Et il a joué un rôle clé dans le développement de la communauté à la fois sénégalaise, mais aussi africaine, parce que c'est quelqu'un qui était très ouvert. En tout cas, paix à son âme, paix à son âme. Parce qu'effectivement, c'est un grand monsieur. Et paix à
l'âme de mon père, au passage. Absolument, Voilà, c'était son grand ami. exactement, Et d'ailleurs, il exactement. repose Exactement. à côté Ouais, au cimetière. ouais, tout Donc, à fait ça. c'est- C'est tout à fait ça. c'est- C'est tout à fait ça. Je voulais là, du coup, parler de tes projets futurs. Alors, comment toi, tu vois l'avenir à titre personnel? Alors, déjà, comme je vous ai dit, hein, il y a au niveau de chez KPMG, je suis en train de bâtir une activité au niveau du conseil dans l'industrie, dans l'automobile. Et faire monter des jeunes, bâtir une équipe, accompagner les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, sur lequel je suis. Après, effectivement, il y a une autre dimension, c'est l'accompagnement de l'Afrique et du Sénégal en particulier. KPMG intervient beaucoup dans la sous-région, donc on accompagne les gouvernements, les grandes entreprises. Et cette activité est là pour accompagner le développement du pays. Et le pays, disons, des pays comme le Sénégal ont besoin d'être accompagnés pour à la fois bénéficier des meilleures expériences, accélérer les projets, utiliser, j'allais dire, tous les outils, les derniers cris pour réussir de grands projets. C'est des outils qui sont financiers, parce qu'un projet, il faut le financer déjà, d'accord? Si vous voulez bâtir une route, une école, une usine, il faut le financer. Il faut structurer, c'est-à-dire faire venir des composants. Si on veut fabriquer, par exemple, des usines de voitures, pour fabriquer demain des voitures électriques au Sénégal ou au Mali ou dans d'autres régions, c'est tout à fait possible, mais il y a des règles. Ces règles, il faut les connaître et aller chercher les acteurs pour dire, voilà, il me faut telle personne, telle typologie d'activité, il faut le mettre dans tel type. Et une fois qu'on a dit ça, il faut le faire fonctionner, faire venir des compétences et pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième axe sur lequel, j'allais dire, je passe du temps, je vais passer encore du temps, pour piloter les activités ici basées en France, pour faire décoller cette structure, mais aussi un volet sur le développement du conseil au Sénégal, en Afrique, pour pouvoir accompagner cette dynamique de développement. D'accord, très bien. Et tu te vois t'installer de manière définitive là-bas ou tu vas continuer à faire des allers-retours? On va voir. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, il va falloir être un citoyen du monde. Hein. Ouais. Aujourd'hui, avec le digital, on peut être à Paris, travailler sur Dakar, ou être à Dakar, travailler sur Paris. Et bien, progressivement, on verra. Pourquoi pas un jour être, disons, dans les prochaines années, une antenne à Dakar avec grand plaisir ou ailleurs, hein, dans la sous-région. D'accord. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, tonton. C'est tout ce qu'on te souhaite. Au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions une énième fois d'être venu, de nous avoir parlé de ton expérience. C'est très important parce qu'on se connaît bien, mais on a besoin de puiser toutes ces forces-là et de tout ce savoir-là. Et justement, on est beaucoup à te regarder. Donc, assurément, le message sera propagé et pour ça, on te dit merci, tonton. Merci à vous et je vous encourage. Je suis très content de voir qu'il y a une bonne dynamique et la relève est assurée. Ça fait plaisir. Merci. Et là, le chairman pour WeHustle, mes paroles valent. Peace. We hustle, baby.